Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les formats de poche dans l'édition permettent, on le sait, c'était là leur raison première, de lire les classiques sans trop dépenser d'argent. Mais ils permettent également de découvrir des œuvres peu connues d'écrivains célèbres. Céla Minard, le 25 juin 1973, recevait Pierre-André Toutain dans Format de poche, le temps de s'intéresser à Jack London, mais pas l'auteur de Cro-Blanc, de L'Appel de la forêt ou du Loup des mers. Une nouvelle série de la collection 10-18, qui s'intitule L'Appel de la vie, nous ménage dès son lancement une surprise assez considérable. Il s'agit de 4 livres de Jack London, le célèbre écrivain américain du début de ce siècle, que tout le monde ou presque a lu dans sa jeunesse, mais dont on semble avoir négligé, au moins jusqu'ici, le message révolutionnaire. Et pourtant, à relire maintenant le Talon de fer, qui est le plus significatif à cet égard de ces 4 rééditions, et que par ailleurs, il faut le signaler, Anatole France avait préfacé lors de sa première parution à Paris en 1923, eh bien, à le relire maintenant, on est non seulement frappé par la violence de ce texte, mais aussi par la hardiesse et par l'ampleur des prophéties qu'il contient. De sorte que ce que je voudrais vous demander tout d'abord à vous, Pierre-André Toutain, qui êtes, je crois, fasciné par ce côté visionnaire de Jack London, c'est l'explication de cette évolution étonnante qui nous montre l'auteur si paisible de L'Appel de la forêt, devenu le militant intransigeant, voire le gauchiste du Talon de fer. Je crois que cette évolution, en fait, elle correspond au personnage de London, qui est un personnage double. Généralement, dans son œuvre, on en trouve d'ailleurs des textes qui concernent le double, et presque tous ceux qui l'ont abordé avant lui, ou même après lui, étaient soit des drogués, soit des alcooliques. Or, London était un alcoolique. Et c'était un être extrêmement curieux. Vous parliez de ces romans du Grand Nord, ou de ces romans que tout le monde connaît comme Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, Géry dans l'île, Michael Chien de cirque, etc. Et parallèlement, London publiait des textes qui n'avaient rien à voir avec cela, des romans d'anticipation, parce qu'on oublie toujours le côté anticipation chez London. Et cet homme qui était un révolutionnaire parce qu'il avait le droit de l'être, ayant une enfance extrêmement pénible, une adolescence encore plus pénible et une vie très dure, n'était pas un socialiste en pantoufles. Et vous parliez d'Anatole France, je reviendrai sur Anatole France et ce qui diffère sensiblement chez les deux hommes. Mais vous trouvez par exemple un Jack London qui est un Nietzschéen, c'est le Loup des mers. Il s'est toujours défendu d'être Nietzschéen, mais il était resté Nietzschéen, c'est incontestable. On le voit très fasciné. Marxiste, ce livre est un hommage à Karl Marx. Et alors vous voyez une attitude très curieuse chez London. Vous voyez par exemple un homme qui tout d'un coup a peur des jaunes, et fait un texte qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Le péril jaune, qui avait comme Lovecraft beaucoup plus tard une très haute idée de la supériorité de la race blanche, qui aimait peu les noirs. Vous le voyez par exemple rompre avec ses amis socialistes au moment de la guerre de 14 parce que Jack London voulait que l'Amérique entre en guerre. Ah, à propos de la guerre, il y a dans le Talon de fer un passage extraordinaire où l'on voit une grève générale en Amérique et en Allemagne stopper une guerre. Mon Dieu, c'est étonnant parce que ce qu'il faut dire, je crois, c'est que ce livre a été publié aux États-Unis en 1908 Oui. Et que de façon hallucinante, on y voit se dérouler des événements que nous avons connus. Et alors, ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'il prévoit, parce qu'il s'agit d'un roman d'anticipation sociale, le Talon de fer, il prévoit la création d'une commune à Chicago, quand exactement le 27 octobre 1917, comme si de façon hallucinante, on dirait Madame Soleil, il avait pu prévoir la révolution soviétique. C'est très curieux et en même temps, lui, quelques années après, a voulu la guerre et il ne croyait pas du tout à cette thèse justement pacifiste de Jaurès qui espérait éviter la guerre, pensant que les ouvriers anglais, les ouvriers allemands et les ouvriers français ne feraient pas la guerre. Et London, qui dans ce livre est allé très très loin à mon avis, au point de vue politique et au point de vue anticipation aussi. Et d'ailleurs dans cette édition, il n'y a pas la préface d'Anatole France, mais il y a une lettre de Trotsky qui est très révélatrice et qui est très curieuse. Trotsky n'avait pas lu ce livre, il l'a découvert beaucoup plus tard, et une lettre envoyée à la fille de Jack London, et elle est
très curieuse. Naturellement, Trotsky avait assisté à beaucoup de choses, la fin de son idéal, il avait vu en même temps le fascisme monter, et il a très bien compris ce livre, ce que d'autres gens à l'époque n'avaient pas saisi, comme Paul Vaillant-Couturier. Comment ne l'avait-il pas saisi? C'est-à-dire, je crois, on reprochait à Jack London la fin de ce livre qui est un peu défaitiste, puisque ça s'achève sur l'écrasement de oui, elle est très socialisme. ambiguë, la fin, je suis d'accord avec vous, et je crois que chez London, il y a une chose très nette, qui probablement est héritée de Nietzsche et du dionysisme de Nietzsche. Il y a toujours un pessimisme foncier. Et c'est aussi alors un des aspects doubles de London. Cet homme qui avait une confiance totale en la vie, en l'homme, en sa survie. En même temps, vous voyez tout ce qu'il y a de plus abject chez l'homme. Je pense par exemple à un texte d'anticipation qui est réédité il y a quelques années qui s'appelle La peste écarlate. La peste écarlate, c'est un cataclysme qui a privé donc la terre de sa société telle qu'elle existait. Une société s'est reformée. Il y a un vieillard qui représente le vieux savant, si vous voulez, l'esprit, qui est dominé par une brute qui naturellement a la chance d'avoir pu recréer une société parce qu'il a un fusil. Et London n'avait pas du tout confiance dans l'humanité, alors que dans beaucoup de nouvelles, comme par exemple des nouvelles sur le Grand Nord, il y avait cette confiance totale dans la survie de l'homme. Et c'est extrêmement curieux, cette ambiguïté qu'on trouve chez lui. Oui. Et la fin de ce livre, moi je la trouve très pessimiste, parce qu'en fait c'est un manuscrit censément que l'on retrouve. On peut supposer que si on l'a retrouvé, c'est parce que les choses se sont bien terminées. Mais enfin, cette merveilleuse tentative révolutionnaire et cette commune est écrasée pendant 3 siècles. C'est ce que nous appellerions maintenant le totalitarisme ou le fascisme qui s'installe. Ah oui, il dit du fascisme qu'il s'installe jusqu'au XXVIIe siècle. Moi, je dois dire, je n'en reviens pas de ce livre, qui, il faut le dire, littérairement parlant, n'a pas un intérêt fabuleux. Ce n'est pas le mieux écrit de London, non, vraisemblablement. Mais politiquement, c'est inouï. D'abord, à ma connaissance, vous allez me dire si je me trompe, c'est le premier roman de vulgarisation marxiste, je dirais. Oui, c'est probable. Alors c'est justement là où je voudrais vous parler un petit peu de cette attitude très différente d'Anatole France. Anatole France, et c'est très curieux, avait publié de 1905 à 1907 dans l'édition parisienne du New York Herald quelques bonnes feuilles de son île des Pingouins qui s'achève aussi sur une anticipation extrêmement remarquable. Est-ce que London les a connus? Enfin, peu importe. Les livres, si vous voulez, ont paru à quelque chose près en 1907-1908. C'est extrêmement curieux. Mais Anatole France, à part sa participation à l'affaire Dreyfus, il était Dreyfusard convaincu, il a eu beaucoup d'ennuis à ce moment-là, était quand même le révolutionnaire douillet, l'homme qui regardait ça de la villa Saïd ou du salon de Madame de Caillavet. Tandis que London, révolutionnaire, savait de quoi il parlait, connaissait tous ces problèmes qu'il décrit. C'est un peu le même cas que chez Wells. Ce titre, par exemple, de Peuple de l'Abîme qu'il a donné pour le prolétariat, il l'a emprunté à Wells. Ça, c'est très beau, Peuple de l'Abîme. C'est très beau. Et d'ailleurs, il a fait un livre qui, je pense, sera publié dans cette collection, qui est Le Peuple de l'Abîme. Ce sont ses souvenirs de reportages sur le Londres de l'époque, et c'est absolument affreux. Enfin, les gravures de Gustave Doré qu'on avait connues un peu avant semblent être des illustrations qui n'ont pas vieilli par rapport au texte qui a été publié quand même de nombreuses années plus tard. Mais alors, dites-moi une chose, Pierre-André Toutain, n'est-ce pas? On connaît Jack London, mon Dieu, je suppose qu'il est dans toutes les bibliothèques d'école, peut-être un peu moins aujourd'hui. Bon, après ce livre, on peut supposer que d'autres lecteurs arriveront jusqu'à London. Et quand j'ai dit qu'il est gauchiste, c'est vrai, puisqu'il préconise une violence radicale, enfin une destruction absolue avant de reconstruire quoi que ce soit. Alors, première question, est-ce qu'on va toujours recommander les lecteurs de London à quelques jeunes innocents qui se trouveront comme ça manipuler une bombe dont ils ne soupçonnent pas l'existence? Ou alors, va-t-on nous le présenter désormais comme un écrivain politique, ce qui me semble être aussi dans la même mesure? Oui, je crois que pour répondre à votre première question, tous les jeunes disposent finalement de tas de bombes dont ils se servent ou ils ne se servent pas, mais ils ont toujours l'occasion de faire sauter tout ce qu'ils veulent à partir de textes s'ils le désirent. Je crois que London n'est pas un exemple unique. Maintenant, l'écrivain politique, oui, existe, l'écrivain d'anticipation également, mais il y a aussi cet écrivain justement du Grand Nord. C'est là où il y a des aspects extrêmement multiples de London. Je crois qu'on ne peut pas le limiter simplement à un écrivain politique. Il y a aussi une chose dans ce livre, Le Talon de Fer, je crois qu'il faut dire, c'est que c'est une anti-utopie, et que ce livre a une influence considérable, par exemple, sur le livre de Zamiatine, Nous autres, voire sur Le meilleur des mondes de Huxley, et surtout sur 1984 d'Orwell. Et même, vous avez une espèce de thème à peu près
analogue tout au moins comme idée avec cet homme qui s'oppose à une société dans un roman de science-fiction qui a été publié ces dernières années, qui est très beau, s'appelle Deux soleils pour Artubide de Bernard Villaret. Donc je crois que c'est un livre qui a une très grande postérité. Il a naturellement une postérité politique, mais il a aussi une postérité dans le domaine de l'anticipation et de l'anti-utopie. De l'anti-utopie. Oui, puisque si vous prenez le meilleur des mondes, c'est quand même une anti-utopie. Quelle est la leçon, finalement aussi, que l'on peut garder aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'exposé des thèses marxistes qui donc serait ainsi vulgarisé, ou la déclaration de guerre à la plutocratie ? Je crois qu'il y a les deux, et surtout cette commune se dilue et se dissout d'elle-même par la faute de ses chefs. Et London insiste beaucoup justement sur ce problème éternel des gens qui veulent faire une révolution et qui sont victimes de toutes leurs contradictions. Et c'est je crois, une chose très nette. Naturellement, il attaque la plutocratie sous l'apparence du fascisme. Et c'est là où il y a toujours, naturellement, ce côté un petit peu nietzschéen. Il n'est pas du tout d'accord pour ce fascisme. Mais enfin, il reste ce côté surhomme des deux côtés. Le seul personnage qui vraiment a une certaine densité, c'est Everard. D'ailleurs, ce nom, je crois, n'est pas gratuit. Enfin, si vous voulez, littéralement, c'est toujours forcé. Et je crois qu'il ne l'avait pas pris au hasard. Il avait dû le prendre on faisait une espèce de jeu de mots. Enfin, c'est très net. Everard est le jumeau de Martin Eden, qui lui-même est le représentant de Jack London et son porte-parole. Vous avez des fragments de texte dans Le Talon de Fer qui étaient les simples déclarations politiques de Jack London. Et je crois, enfin, réellement, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce livre. Mais enfin, cette grande leçon, c'est qu'une révolution avorte souvent. Enfin, je parle parce que la gauche est toujours désunie, et que par contre, les puissances plutocratiques ou oligarchiques, comme vous voulez, sont-elles toujours unies et arrivent toujours à écraser les choses, malheureusement. Vous avez aussi par exemple, ces mercenaires. C'est absolument hallucinant, la description de ces mercenaires. Et vous avez des petites notes. Dans ce rapport qui est volontairement sec, vous avez des notes extraordinaires. Par exemple, la dernière sur les Valkyries, cette société terroriste secrète. Comment ne pas penser aux Black Panthers ? C'est exactement leur préfiguration. Mais ce texte n'est pas un texte unique chez London. Vous avez d'autres textes sur cette anticipation sociale. Par exemple, un autre volume de la collection 18 qui vient de paraître s'appelle Les Temps maudits. C'est une réunion de 6 nouvelles qui relate l'atrocité d'une certaine condition. Alors il y a des textes vécus, naturellement, des textes sur son enfance, et puis vous avez des textes d'anticipation ou d'anticipation sociale surtout, sur ce qui peut se passer beaucoup plus tard, c'est toujours très pessimiste d'ailleurs, ou ce qui a pu se passer beaucoup plus tôt dans la préhistoire. London était très attiré par la préhistoire. Alors vous avez un texte moi que je trouve merveilleux, qui est le premier de ce recueil Les Temps maudits, où vous avez l'opposition entre les mangeurs de viande et les mangeurs de poisson. Et on assiste dans ce texte tout simplement à la naissance du capitalisme, avec toujours les mêmes contradictions qui divisent ces hommes. Je vous ai parlé du Peuple de l'Abîme, qui est un reportage, qui n'est pas proprement parlé un texte d'anticipation sociale. La peste écarlate en serait beaucoup plus un. Mais vous avez par exemple un texte qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, qui littéralement serait Avant Adam, où il a voulu aussi rendre un hommage à Spencer et à l'évolutionnisme, ce qui naturellement était assez loin du marxisme. C'est aussi un de ces grands textes. Malheureusement, personne ne pense à le traduire. Je ne sais pas si ça sera fait dans cette collection, et je le souhaite vivement. C'est extrêmement curieux. Il y a aussi un texte qui n'a jamais été traduit, et ce que je regrette beaucoup, parce qu'il est très beau comme message, et un très très beau texte, qui alors là est vraiment de l'anticipation, qui s'appelle on peut appeler ça le Dieu rouge. C'est un homme prisonnier d'indigènes de la Sonde, un explorateur, et il découvre le Dieu rouge de ces indigènes. Ce Dieu rouge est une sphère. Il s'aperçoit que cette sphère émet quelque chose. Et il s'aperçoit que cette sphère vient d'un autre monde. Et il va avoir pour la première fois, ça va être le premier homme qui aura un message qui viendra d'un autre monde. Il saura que les autres mondes sont habités, il aura une communication avec ces êtres. Et malheureusement, les indigènes le sacrifient et le message est perdu à tout jamais pour l'humanité. Merci Pierre-André Toutain. Il s'agissait donc d'un jeune auteur inconnu, mort depuis près d'un demi-siècle, que nous découvrons maintenant grâce à 10-18. C'est Jack London et Le Talon de Fer. C'était Format de poche par Céla Minard, première diffusion sur France Culture le 25 juin 1973. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.